Donc l'origine est américaine, c'est donc directement lié à la technique, puisque si vous voulez aller faire du non conventionnel, aujourd'hui, il faut faire de la fracturation hydraulique. Donc on peut trouver n'importe quelle alternative dans le discours, on peut trouver, vous dire que ça peut marcher autrement, c'est pas vrai. Clairement, donc nous on a rencontré au CNAM Bruno Courme, qui est le directeur de gaz et pétrole de schiste Total Europe. Il vous dit clairement, aujourd'hui, sans fracturation, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, on n'a pas d'alternative. Alors, fracturation hydraulique, donc c'est l'eau sous pression avec les additifs chimiques. Il y a du gazeux qui existe à titre expérimental. Pourquoi? Parce que c'est hyper instable et que ça a été testé aux États-Unis, je crois, avec de l'hydrogène. Et en fait, la problématique, c'est que, imaginez, vous injectez un gaz sous pression dans un milieu chaud et pressurisé. Si ça pète avant qu'on ait envie que ça pète, c'est hyper dangereux. Donc il y a eu des gros accidents, c'est pas encore maîtrisé. Et on parle aussi d'autres techniques alternatives, mais le principe est toujours le même, c'est de faire exploser la roche. Donc voilà, vous verrez après dans les conséquences que la mécanique de création de fissures et d'ouverture de la roche existera toujours en conséquence. Donc l'extension de cette technique est passée au Canada, puis c'est arrivé après vers l'Angleterre, et aujourd'hui, ce qui a été énormément vendu sur le continent américain, dans ces fameux business plans de sociétés pétrolières américaines, c'est de dire on va conquérir l'Europe avec notre technique. Donc il y a une espèce de bulle spéculative qui s'est créée autour de ce mécanisme, avec des levées de fonds massives sur des entreprises américaines pour aller faire de la fracturation en Europe. Donc les points d'entrée chez nous, ça a été l'Angleterre, ça a été la France. Donc la France, c'était fin 2010. La Pologne. Donc la Pologne qui a aujourd'hui aussi des réserves et puis des concessions qui sont en cours. La Bulgarie, donc tous les pays de l'Est en fait. L'Espagne. Donc clairement aujourd'hui, on n'est pas un cas isolé à travers le monde. Et c'est parti aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, et dans les pays nordiques, Suède, Danemark. Donc finalement, c'est une extension massive qui est partie au départ des États-Unis. Avec aujourd'hui quelque chose de clé, qui va être la politique énergétique chinoise. Pourquoi? Parce que les Chinois ont des ressources, et aujourd'hui sont très intéressés par cette technique qu'ils ne maîtrisent pas, ils font de la recherche dessus. Donc on peut aussi imaginer les conséquences d'une propagation de cette technique sur un pays comme la Chine, qui a des réglementations qui sont quand même bien moindres que celles des pays comme les nôtres, et les ravages que ça pourrait causer. Donc les conséquences, alors en termes de temps, le temps de propagation, si vous voulez, entre l'origine américaine et notre situation française aujourd'hui, polonaise, européenne, c'est une douzaine d'années. On a à peu près 12 à 15 ans de recul sur la technique. Donc ça va être important pour les conséquences sanitaires par la suite. Ça va pour tout le monde jusque-là? Alors les conséquences de la technique, parce que je vous dis, il y a effectivement les conséquences de l'exploitation non conventionnelle, donc qui va être énergétique, on va dire au niveau global, comme l'utilisation du pétrole ou l'utilisation du gaz. Mais là, on a une spécificité, c'est des conséquences qui sont vraiment liées à la technique. Alors au niveau énergétique, on va commencer par là, puisque si on fait tout ça, c'est quand même qu'on cherche des conséquences énergétiques. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une différence des différences qui sont quand même relativement grandes entre les prévisions d'extraction et les prévisions d'exploitation et la réalité des exploitations. Les documents qu'on a pu étudier à ce sujet viennent des États-Unis, viennent du Canada, viennent de Pologne et de Bulgarie. Donc clairement, le résultat, c'est toujours le même. Il y a eu une mécanique donc, de bulle spéculative qui est partie des États-Unis et qui aujourd'hui est en train un petit peu de se réguler en fait. L'idée de l'indépendance énergétique, c'est toujours l'objectif. Donc ça, c'est un sujet qui est stratégique, géopolitique, on va être très clair. Ça veut dire que tout pays émergent qui sait aujourd'hui qu'il a une ressource peut essayer d'exploiter cette ressource seul et effectivement changer, on va dire, son positionnement dans la carte stratégique du monde. C'est un peu le principe. Donc, dans cette ligne de mire-là, je vous dis aujourd'hui, la Chine est une vraie question.
et un gain pour les habitants. Alors ça, c'est vendu comme tel. C'est pas forcément la réalité. Par exemple, les gazoducs américains d'exploitation de gaz de schiste aujourd'hui peuvent servir à alimenter un pays qui est à 3000 ou à 5000 km, puisqu'on ne peut pas, je vous disais, capter et stocker ce gaz. Donc on va être obligé de l'utiliser, donc il va partir, il peut être utilisé très loin. Donc le gain pour les habitants, c'est relatif. S'il y a trop de gains pour l'habitant, vous faites baisser le tarif de la matière première, donc vous cassez le business model sur lequel vous avez créé votre business, donc ça ne va pas être possible non plus, il va falloir réguler ce tarif. Il peut y avoir un gain pour l'habitant dans certains pays, notamment la Pologne, où on va dire j'indemnise le citoyen qui est impacté par la technique. Et là ça change tout, parce que quand on commence à payer le propriétaire, payer les habitants, payer le maire, payer la collectivité locale qui est plus grosse autour et qu'on a des choses qui arrivent, ça change l'acceptabilité du problème. Mais vous pouvez, le gaz quand même, vous pouvez, s'il y a la possibilité évidemment, de stocker dans des stockages souterrains. Dans des culs, dans des comme vous avez en France à l'époque pour le gaz de là. Oui. Sauf qu'il il faut qu'il y ait un terrain qui soit propice. Enfin, ce sol, pardon, qui le permette. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ces... Visiblement, non. Parce que la différence, c'est peut-être quand vous alliez chercher du gaz conventionnel, vous aviez des réservoirs que vous aviez vidés, sur lesquels vous pouviez re-remplir, tandis qu'avec une technique comme ça, vous faites des trous uniques pour aller chercher une ressource à un endroit donné, mais vous ne pouvez pas réutiliser le réservoir que vous venez de vider, puisque vous l'avez fissuré, en fait. Voilà, donc vous êtes obligé de le sortir. Avec des gazoducs, pardon, l'envoyer vers un stockage souterrain, ce qui permet en même temps pour la clientèle d'assurer les points de consommation. Ça permet de réguler. Ça existe, j'imagine, puisque de toute façon c'est utilisé en conventionnel, ça va l'être en non conventionnel. Simplement, on a peut-être aussi une différence de quantité en termes d'extraction. C'est-à-dire que là, c'est relativement massif, donc ça va peut-être dépasser la capacité de stockage, quoi. Mais les retours qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment qu'il est utilisé quasi en direct, en fait. Et qu'on a une différence notable entre l'endroit d'extraction et l'endroit d'utilisation. Donc clairement, le point clé énergétique, c'est effectivement la recherche de l'indépendance, le maintien du modèle existant et l'autosuffisance sur la matière première, quoi. Alors là, je vais vous illustrer ça avec le discours d'une ingénieure qui est de ma génération là-bas aux États-Unis et avec qui j'ai pu discuter. Donc elle est représentante du syndicat des foreurs. Elle travaille à New York et donc c'est sur la Pennsylvanie. Et elle me disait qu'en fait, elle est contente de travailler dans ce modèle-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle participe à la transition énergétique, si vous voulez, entre le gasoil, le diesel, et le gaz naturel aux États-Unis. Elle disait, avec ça, ce qu'on va faire avec le gaz de schiste, c'est qu'on va convertir énormément de véhicules diesel au gaz naturel. Et c'est bon pour l'environnement. Vous voyez, en fait, je pense que sincèrement, c'est ce qu'elle pense. Et c'est vraiment le vecteur qui est utilisé dans la communication à la population aux États-Unis. On a vu pendant notre séjour court là-bas énormément de spots publicitaires sur le gaz naturel, sur le fait de vanter les vertus du gaz naturel et de la conversion au gaz naturel. Voilà, donc c'est l'argument principal utilisé pour justifier cette extraction du gaz de schiste. Alors les conséquences ensuite environnementales de la technique. Donc il y a plusieurs thèmes. Donc c'est au départ l'utilisation de l'eau, de la matière première en eau, la pollution des eaux souterraines et de surface et la pollution aérienne. Alors les réserves en eau, ça c'est un sujet qui est assez actuel pour nous en Ile-de-France, vu les alertes sécheresse qu'on peut avoir, vu le niveau de nos nappes phréatiques et les politiques de préservation qu'on peut en faire. Donc chez nous, là, à l'est de Paris, vous avez un seul permis d'explorer, donc qui est attribué à une société qui s'appelle Vermillon, qui a eu l'autorisation de prélever dans les nappes. Donc
ils ont fait une demande, et la première demande, c'était de pomper 220 000 m3 par an. Ensuite, dans le permis de Château-Thierry, donc ça c'est mon lieu de résidence, le permis de Château-Thierry couvre l'est de Paris, si vous voulez, de la ville de Meaux jusqu'à la ville de Château-Thierry, donc un territoire qui est quand même relativement vaste, et presque la moitié du département de la Seine-et-Marne. Donc il est stipulé dans le document du permis, donc l'autorisation qui est délivrée aux pétroliers de faire de l'exploration d'huile de schiste, ils ont la possibilité de prélever dans les réseaux d'eau potable. C'est inclus à l'intérieur. Donc là, on reprend l'image du départ. Si on veut produire nos 5% de consommation française de pétrole, ce qu'on est capable de faire, on va dire aujourd'hui, il faudrait, avec cette technique et des référentiels comme ça, prélever 6,6 millions de mètres cubes d'eau par an pour fracturer. Ça vous donne une idée. Alors, il y a oui, c'est ça, pour 18 jours d'autonomie, exactement. Alors, il y a des alternatives qui sont possibles, qui sont évoquées, notamment le fait de prélever de l'eau dans ce qu'on appelle le dogger, qui est en fait une nappe d'eau qui est très profonde, qui est salée et qu'on n'utilise pas pour la consommation d'eau potable, parce qu'il est dit que finalement, il n'y a pas besoin d'eau, on va dire d'eau potable pour faire de la fracturation. Donc c'est les discours aujourd'hui des pétroliers en Europe de dire on pourrait utiliser l'eau de cette ressource-là. Et puis l'idée c'est aussi de dire on peut l'utiliser puis la réinjecter. Donc ça techniquement aujourd'hui c'est pas encore possible, mais c'est les pistes qui sont évoquées. Donc voilà, on a une problématique première environnementale, c'est la quantité d'eau utilisée par la technique, et qu'on va mettre aussi en compétition clairement avec d'autres activités qui ont besoin de cette eau et qui sont aujourd'hui rationnées, en premier lieu les agriculteurs. Clairement, il va falloir se poser la question de est-ce que cette eau elle est utilisée pour l'agriculture ou est-ce qu'elle est utilisée pour l'activité pétrolière. Donc une fracturation, ça consomme 15 000 à 20 000 m3 d'eau douce, donc ça fait 6 à 7 piscines olympiques. Sur un puits, vous pouvez fracturer plusieurs fois. Donc en général, on peut monter jusqu'à, on va dire, 8 fracturations, 8 à 10 fracturations par puits. Sachant que si vous faites une tête de puits et que vous allez dans une direction, vous pouvez fracturer une fois, vous changez d'angle, vous allez dans une autre direction, vous pouvez refracturer. À chaque fois qu'on avance et qu'on est dans cette couche et qu'on souhaite extraire, il faut fracturer pour libérer la matière première qui est piégée dans la roche. La technique est indissociable de la ressource, en fait. Enfin, aujourd'hui. Donc la problématique aujourd'hui, c'est à savoir combien on investit, clairement les sujets d'actualité, combien on investit pour trouver une alternative à cette technique, pour l'améliorer. Qui investit? Est-ce que ça doit être de la recherche-développement avec une aide publique? Est-ce que l'État doit mettre la main à la poche pour investir là-dessus? C'est les gros sujets d'actualité en ce moment. Je vous ai mis une carte du BRGM qui vous donne le niveau des nappes phréatiques et les niveaux d'alerte en fait en France. Vous remarquerez ici donc l'Est parisien, c'est les niveaux qui sont très inférieurs à la normale. Pour vous donner une idée, les territoires qui ont été accordés donc, sur l'Est parisien aujourd'hui, parce que c'est vraiment le département le plus impacté, c'est la Seine-et-Marne en Ile-de-France, et il y a 80% de la surface du département qui serait autorisée en fait avec ce type de forage. Donc le sous-sol de la Seine-et-Marne en fait a une énorme nappe phréatique qu'on appelle la nappe de Champigny qui alimente 1 million de franciliens en eau potable aujourd'hui. Et il faut, à tous les endroits où on va faire ces puits en fait, pour aller faire cette fracturation, il va falloir traverser cette nappe à chaque fois. Donc la pollution des eaux souterraines, donc ça c'est un des risques. Alors, je vous ai expliqué que la fracturation c'est le fait de briser de la roche avec de l'eau sous pression et des produits chimiques, ça crée des failles, et ces failles peuvent mettre en relation, en communication, deux compartiments qui n'ont pas vocation à communiquer au départ. Donc c'est-à-dire, par exemple, faire des failles qui remontent bien plus haut sous la surface du sol et qui vont aller en fait
permettre de la migration de liquide de fracturation dans des nappes phréatiques. Ça, c'est le premier risque. C'est la pollution des eaux souterraines. Alors, constaté sur certains endroits en Pennsylvanie, avec des temps de migration qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire qu'on fracture, on exploite, tout va bien. Au bout de 2 ans, soit le pétrolier est encore là, ou soit il a changé de puits parce que son puits est moins rentable. Ça va dépendre de son modèle, on va dire, économique. Simplement, on a des conséquences qui arrivent à distance de la fracturation en elle-même. Donc ça, c'est les différentes couches. Bon, bref, donc vous pouvez avoir 2 choses, c'est soit le liquide de fracturation ou même le gaz ou le pétrole qui va directement dans les nappes phréatiques. Donc ça a été aussi constaté à certains endroits où vous aviez des remontées de gaz, en fait, des puits de gaz de schiste qui remontaient dans les rivières, par exemple. Vous avez des phénomènes de bulles qui se forment et du gaz qui arrive directement en surface, par si vous voulez, des collatérales au puits initialement prévu. Donc voilà, ça c'est la coupe schématique. Donc vous avez le puits vertical, horizontalisation, le puits horizontal, les différentes fractures, et ces fractures qui peuvent venir mettre en communication un compartiment avec un autre. Alors pourquoi? C'est simplement qu'il faut imaginer que la surface terrestre c'est une croûte qui est, si vous voulez, avec de la matière qui est plus ou moins dense et qui est en équilibre de pression. Et on a des phénomènes de cisaillement qui existent, donc de fractures dans la surface de la croûte terrestre, et puis des mouvements de glissement verticaux parfois, donc vous avez des couches qui se déplacent. Ça crée des failles naturelles qui peuvent être mises en relation avec les failles artificielles qui ont été créées par la fracturation. Donc des fois, il ne faut pas forcément, si vous voulez, une grande profondeur de faille pour mettre en relation des compartiments qui n'ont pas vocation à communiquer. Alors ensuite, on a les pollutions d'eau en surface. Alors, ça c'est une autre problématique qui est quand même considérable et qui est importante à gérer. Lorsqu'on fait cette fameuse fracturation, donc vous imaginez 20 000 m3 d'eau qui sont dans un bassin de rétention, qui sont envoyés par des compresseurs, qui partent dans le trou, et vous avez la moitié qui va remonter. Ça va remonter sous forme de boue, c'est-à-dire ce qui remonte, c'est l'eau injectée, avec les additifs qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur, plus les débris de tout ce que ça a rencontré sur son parcours. Donc ça crée une espèce de boue qu'on ramène dans un autre bassin de rétention comme ça. Alors un bassin de rétention, d'un point de vue pratique, c'est un trou qui est fait avec une pelleteuse et des couches de bâches qui sont disposées dessus. En fonction du pays, en fonction de la norme qui est appliquée, en clair, la différence c'est le nombre de bâches et la granulométrie et l'épaisseur de la bâche. Simplement, imaginez pluie diluvienne, vous allez avoir de l'eau qui va couler dans ces bassins, bassin qui déborde. Ça arrive. Vous avez les boues qui vont se répandre partout sur la plateforme. La plateforme, pareil, c'est un endroit où on va mettre des appareils, des machines, des produits chimiques et autres. Il va falloir aussi la drainer et récupérer l'eau de ruissellement en fait, qui part de cette plateforme. Donc ça c'est pareil, la problématique elle est abordée simplement en mettant une bâche sur toute la surface, en créant des rigoles autour et puis en récupérant l'eau. Mais bon, après l'eau, il faut bien qu'elle parte à un endroit. Donc voilà, ça c'est un risque qui est majeur. Et dans certains États américains, ce qui est fait, si vous voulez, pour traiter ces boues, c'est qu'on met des vaporisateurs, donc on met des systèmes d'arrosage de jardin directement dans les bassins. On a une captation de ces boues, pulvérisation du liquide en fait à l'air libre, ça évapore l'eau. On a que les matières lourdes qui vont rester dans le fond du bac, et quand on est arrivé à un stade de boue ou de matière un peu plus solide, en fait, c'est pelleté et c'est éliminé comme ça. Ces fameux additifs qui
servent à la facturation qu'on incorpore dans l'eau. Oui. De quelle nature sont-ils? Je vais vous les montrer après. Il y a différentes natures de produits plus ou moins dangereux, mais la vraie problématique, c'est que ce qui ressort, c'est pas ce que vous injectez, pas forcément. Parce que ça peut se combiner dans le sous-sol et ressortir sous une autre forme, en fait. Ça, c'est le vrai dilemme. Donc les pollutions d'eau de surface, je vous disais, avec les ruissellements, simplement avec l'eau de pluie déjà, ça peut polluer les terres agricoles, des rivières, et puis après ça va contaminer la chaîne. Ça peut polluer des réseaux d'assainissement via le déversement d'eau contaminée. Alors il faut savoir, par ailleurs aux États-Unis, moi je vous donne beaucoup d'exemples américains, puisque chez nous, effectivement, tout s'est arrêté l'année dernière, donc on n'a pas de recul sur l'utilisation de la technique. On a discuté aux États-Unis avec un monsieur qui était employé de compagnie pétrolière et qui faisait en fait chauffeur-livreur en gros, et qui amenait de l'eau, qui récupérait des bouts de fracturation hydraulique. Ce qui était dit, ce qui était passé comme consigne au chauffeur, c'était d'ouvrir les vannes dans les chemins pour humidifier les chemins, pour éviter qu'en fait, quand les camions passent toute la journée, ça fasse de la poussière et que ça gêne les habitants. Donc sans le savoir, en fait, eux, ils récupéraient l'eau de fracturation, ils ouvraient les vannes et ils arrosaient les chemins, en fait. C'est ce qui était dit, quoi. Donc il nous a dit ça en toute franchise, sans savoir forcément que ça pouvait être nocif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos stations d'épuration ne sont pas conçues pour filtrer tous les dérivés toxiques qu'on peut avoir dans ces mélanges. Il va falloir les envoyer dans des stations spécifiques qui vont être capables de capter ces molécules, en fait. Alors, pollution aérienne, ça c'est une autre conséquence environnementale possible de la technique. Donc, pollution par les gaz extraits des puits. Je vous disais tout à l'heure, quand on fait un puits de gaz de schiste, donc pour la France, ça toucherait la région, si vous voulez, du Lot-et-Garonne, en fait la région plutôt sud-ouest pour le gaz, et tout ce qui est bassin parisien et les Alpes, c'est plus de l'huile. Donc lorsque vous faites une extraction de gaz, vous avez une pollution. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes, déjà des principes de fuite qui vont se mettre en place, et on a aussi, je vous disais au tout départ, l'impossibilité de couvrir le puits, car la pression d'échappement est trop grande. Donc il va falloir laisser le puits s'échapper à l'air libre, le gaz sortir et baisser en pression pour après pouvoir le fermer. Et ensuite, on a une pollution qui est considérable, qui est générée par les véhicules et les machines utilisées par les compagnies, en fait. Parce que, si vous voulez, quand vous faites un acheminement d'eau et une récupération de bouts de forage sur une plateforme, ça vous crée des noyades de camions qui sont considérables. C'est-à-dire que le samedi et le dimanche, moi je vous dirais que le souvenir que j'ai de la Pennsylvanie, c'est arriver là-bas, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans ma campagne seine-et-marnaise, parce que ça se ressemble. Milieu rural, c'est un petit peu ballonné, mais voilà, c'est très proche de ce qu'on peut connaître ici. Simplement, il y a des camions partout, même samedi, dimanche. Donc ça, c'est une pollution importante, et notamment chez nous, ça va être des camions qui vont rouler au diesel, donc avec la problématique des particules fines d'échappement diesel. Et ça n'est jamais pris en compte dans les études. Ça va pour les conséquences environnementales pour le moment. Alors les conséquences sanitaires, donc ça c'est une grosse partie. Premier cas, conséquences psychologiques. Alors très largement aujourd'hui sous-estimées. Clairement, ce qu'on peut constater aujourd'hui, si vous voulez, auprès des gens qui sont en contact avec des puits proches de leur domicile, c'est qu'on a des conséquences psychologiques qui sont considérables. C'est-à-dire des gens qui rentrent dans des phénomènes de dépression, des gens dont le comportement va changer, des gens qui sont impactés par une perte financière qui est quand même relativement élevée. Pourquoi? Parce que si vous avez à côté de votre maison demain un puits de gaz de schiste alors que vous ne l'aviez pas, je ne pense pas que vous allez trouver un acquéreur aussi facilement. Quoiqu'aux États-Unis, si c'est dans votre sous-sol, vous allez être indemnisé, donc ça a une valeur, donc ça ne va pas forcément impacter, mais en tout cas chez nous, c'est clair que le prix du bien va vraiment dévaluer. Donc vous avez cette partie-là psychologique qui est importante, et un phénomène général, si vous voulez, d'agacement et de résignation de l'habitant, en fait.
les personnes au départ sont très vindicatives, ont vraiment envie de se battre contre le mécanisme. Au bout d'un moment, les gens sont résignés et vivent avec, et c'est à côté de chez eux, et c'est tous les jours, jour et nuit, et voilà. Donc ça, cette composante-là, elle est importante. Et ensuite, on a des composantes physiques, pareil, qui sont considérables, mais avec la problématique simple du lien de cause à effet entre l'exploitation et la conséquence sur la santé de la personne. Il va falloir être capable de créer le lien entre les deux pour relier, si vous voulez, la manifestation de la maladie avec la technique. Dans les véhicules, je vous en ai parlé. Alors, les conséquences sur la santé, on a plusieurs mécanismes. Alors, en premier lieu, moi je dirais que les premières personnes qui pour moi poseraient problème, c'est déjà les foreurs en eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au contact. Ils sont au contact des produits, ils sont au contact des têtes de puits en permanence, et visiblement sans équipement particulier. Donc, j'imagine que tout ça est contrôlé par la médecine du travail, mais ils peuvent être vraiment surexposés. Ensuite, on va avoir une exposition des personnes résidentes qui va être directement proportionnelle à la distance entre le puits et le lieu d'habitation. Donc ça, il y a une énorme étude américaine qui a été faite dans ce qu'on appelle le Marcellus Shale, qui est, on va dire, le plus gros gisement de gaz de schiste aux États-Unis. Et c'est des scientifiques universitaires, en fait, qui ont fait des mesures de taux de benzène et d'exposition, en fait, à des produits volatiles à différents points de plus en plus éloignés d'un puits en exploitation. La conséquence, si vous voulez, de ça, c'est qu'il a été défini 3 zones de risque, avec un risque très élevé, risque élevé et risque moins élevé, d'exposition à certains produits, notamment le benzène, en fonction d'un puits. La zone rouge, c'est dans les 600 mètres autour d'un puits. On a un mécanisme de contamination durable de la chaîne alimentaire, n'est-ce pas ? Puisque si on commence à contaminer la terre à culture, derrière vous allez contaminer toute la chaîne alimentaire, et nous on est impacté en dernier lieu, c'est évidemment. L'exposition à des produits radioactifs. Alors la radioactivité, c'est aussi un sujet qui est très controversé dans ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez faire un forage et que vous allez récupérer de la matière qui est à 3000 mètres sous terre, vous allez ressortir des composés radioactifs. Des composés qui sont naturels, mais qui sont naturels dans ce milieu à 3000 mètres sous terre. On les remet à l'air, donc on a un gaz qui s'appelle le radon, qui est d'émission, on va dire, de courte durée, mais simplement l'émission existe, et on a d'autres composés radioactifs qui vont être ressortis avec les boues et les particules de forage. Alors ça a été étudié par le New York Times. C'est très très controversé. Pourquoi ? Parce que la nature d'origine du produit est naturelle, quoi. Donc si vous voulez, l'impact au niveau de l'industrie, c'est de dire que c'est un produit naturel qui existe dans le milieu et que c'est pas quelque chose qui est rajouté par la technique. C'est vrai. Mais on n'a pas forcément besoin de l'avoir à la surface. On a communément admis des risques d'aggravation de pathologies existantes. Donc un patient qui a un problème, un habitant qui a un problème, parce que c'est pas au départ un patient, pardon, mais un habitant qui a un problème respiratoire, qui a une prédisposition allergique, asthmatique ou autre, va avoir des risques d'aggravation à résider à côté d'un puits, en fait, avec des émanations de benzène notamment, quoi. Ça, c'est la vraie problématique. Et ensuite, on a 3 autres mécanismes qui sont majeurs en termes sanitaires. Donc le premier, c'est l'exposition aux particules d'émissions de moteurs diesel, donc qui sont liées et aux noria de camion et aux compresseurs et à toute la mécanique qui est utilisée sur le site. La deuxième chose, c'est l'exposition à ce qu'on appelle les BTEX. Alors c'est aussi lié à ça. Donc les BTEX, c'est des particules dérivées du benzène, en fait, qui s'échappent du puits et qui vont avoir des conséquences pulmonaires, en fait, directement sur la santé humaine. C'est-à-dire qu'on va inhaler ces particules-là et ça a des conséquences néfastes au niveau respiratoire. Et la troisième chose, c'est l'exposition à des produits
qui sont des perturbateurs endocriniens. Alors ça, si vous voulez, c'est la chose la plus importante et la plus grave. Pourquoi ? Parce que les composés qui ont ces propriétés-là sont des composés en fait qui vont se créer dans le puits et qui vont ressortir avec les bouts de forage. Il faut comprendre ce mécanisme de base, c'est qu'aujourd'hui, vous injectez de l'eau avec des différents composés dans un milieu qui est pressurisé et chaud. Donc c'est un réacteur chimique qui va faire se combiner les différents produits que vous avez injectés, qui va en créer d'autres et qui va les ressortir. Donc là, vous comprenez bien que la mécanique, c'est j'injecte A plus B avec de l'eau et je ressors C. Donc d'un point de vue légal, comment prouver que C est lié à A et B au départ ? Vous voyez un peu l'ampleur de la tâche. Malheureusement, il a été démontré donc, avec des analyses de différentes bouts de forage, en fait, récupération de liquide de fracking, qu'on a des composés qui sont très 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 nocifs à l'intérieur de ces liquides récupérés. Alors, pour l'anecdote, ça c'est une anecdote André Picot, donc André a fait des études sur différents prélèvements de liquide de fracturation récupéré, et puis il a sorti énormément de composés qui existaient à l'intérieur de ces liquides, dont un, je vous passerai le nom parce que c'est un nom barbare, mais il regarde ce composé, puis pour lui ça lui parlait, quoi. Il dit c'est bizarre, j'ai déjà vu ce nom-là, ça me parle, cette molécule, et donc il a cherché dans ses dossiers de doctorants qu'il a pu encadrer tout au long de sa carrière. Il a ressorti un dossier qui avait une quinzaine d'années en fait, qu'une docteure sur lequel elle avait travaillé. Et en fait, cette molécule, c'était un inducteur de cancer qui était utilisé dans des laboratoires japonais, en fait, pour créer des cancers ORL chez des rats et trouver, si vous voulez, des médicaments pour lutter contre ce fameux cancer. Donc l'anecdote est assez importante, quoi, parce que lui, il vous raconte ça limite avec le sourire, mais effectivement, il a été retrouvé cette molécule sur plusieurs prélèvements. Et donc évidemment que ce produit a été créé par combination chimique, si vous voulez, à l'intérieur du milieu, avec les différents produits qui ont été injectés. Donc ça, c'est la vraie problématique. Tout ce qui est perturbateur endocrinien, d'un point de vue médical, c'est des molécules qui peuvent agir sur plusieurs générations. Ça veut dire qu'en fait, vous avez aujourd'hui une exposition que vous pouvez transmettre à vos enfants, et ensuite on peut avoir des modifications 15 ans, 20 ans plus tard, 50 ans plus tard. Donc voilà, donc ça peut être lourd de conséquences. Par rapport à, si vous voulez, toutes les recherches qui sont faites aujourd'hui, c'est le point clé, c'est la chose la plus, on va dire, la plus virulente qui est mise en œuvre. Avec toujours la même problématique, hein. Je vous le répète. Moi je vous donne simplement tout ce qui existe dans la littérature, dans les recherches scientifiques aujourd'hui. Simplement, il va falloir faire le lien de cause à effet formel entre la technique et la conséquence sanitaire. Ça, c'est pas vraiment gagné. Alors, les différents produits chimiques, on en a une partie ici. Il y en a plusieurs centaines qui sont utilisés. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie pétrolière travaille sur ce sujet-là et essaie de réduire la liste au maximum. C'est l'une de leurs préoccupations majeures, c'est de diminuer le nombre de produits utilisés. L'acide chlorhydrique, ça par exemple, si vous voulez, c'est un produit qui est utilisé pour le nettoyage des puits avant fracturation. Et pour nettoyer un puits, en gros, on envoie plusieurs tonnes d'acide chlorhydrique à l'intérieur pour dissoudre toutes les particules qui restent à l'intérieur du forage avant de descendre l'outil de fracturation. Donc ça, c'est un produit qui est vraiment énormément utilisé. Alors ensuite, il y a différents produits qui ont des particularités, si vous voulez, mécaniques ou physiques, qui permettent de créer cette technique. Vous imaginez bien que quand on fait un trou de 5 km dans le sol, il va bien falloir, avec des produits métalliques, avec des tubes métalliques, il faut injecter des produits pour enlever le phénomène de corrosion. Donc ça, il
il y a des produits qui ont cette fonction-là. Il y a des produits qui contrôlent la stabilité en fait, du métal, du fer, des tubes utilisés pour pas que ça réagisse avec le milieu. Il y a des agents antibactériens. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bactéries dans le milieu qui va être traversé. Et ça, ces bactéries-là, elles posent des problèmes. Pourquoi? Parce que ça va créer des phénomènes corrosifs qui sont relativement importants. Des agents anti-dépôt. Donc ces agents empêchent la formation des dépôts dans les tubes et ça permet donc de traverser les différentes couches. Des stabilisateurs d'argile. Alors ça c'est assez marrant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vous expliquais, c'est que d'un point de vue technique, c'est compliqué de traverser une couche molle. Parce que si vous voulez, la malléabilité de la matière fait que la foreuse n'avance plus en fait. Donc on n'arrive pas à remonter les différentes particules qu'on a détruites. Donc il est utilisé des stabilisateurs d'argile, c'est-à-dire des composés qui vont durcir cette matière molle pour qu'on puisse la grignoter et récupérer des fragments. Simplement, l'argile a pour particularité d'être une couche qui fait de l'étanchéité dans le sous-sol entre différentes couches. Ça, vous êtes bien d'accord avec ce mécanisme. Donc si on durcit l'argile pour le stabiliser, la première des conséquences, c'est qu'on lui enlève sa propriété d'imperméabilité. Donc on fait communiquer la couche supérieure et inférieure qui est de part et d'autre de la couche d'argile. Donc ça, c'est un facteur qui favorise la migration de liquide d'une couche à une autre. On a donc des réducteurs de frottement, des surfactants, des agents gélifiants, des agents casseurs, des crosslinkers, enfin tout un tas de produits qui ont ces particularités, si vous voulez, physiques ou mécaniques, et qui permettent aux foreurs d'assurer, de mettre en œuvre leur technique. Alors, si vous voulez, d'un pétrolier à un autre, ce sujet-là, c'est le sujet sensible. Pourquoi? Parce que c'est le secret industriel. C'est en gros le mix qui est utilisé par chacun qui va permettre d'être meilleur ou plus rentable que le voisin. Donc, obtenir cette liste de produits, ça a été un travail de longue haleine. Ça a été dévoilé aux États-Unis suite à une enquête à un tribunal. Donc il y a une liste de 250 ou 300 produits qui ont été donnés, mais on ne sait pas qui est mis avec qui, puisque c'est le fameux secret industriel. Donc on ne sait pas quel est le cocktail qui est créé. Ensuite, aux États-Unis, ça c'est pour vous donner aussi l'idée, si vous voulez, que vous puissiez vous faire votre représentation vous-même de cette problématique. Il y a une loi qui a été créée qui s'appelle la loi 13, qui permet de répondre à un problème simple. C'est que vous avez quelqu'un qui présente une maladie, qui est dans une région où on fait de l'intensif, du non conventionnel intensif, donc de l'exploitation de gaz ou de pétrole de schiste, et le médecin dit quand même, les signes qui nous sont présentés doivent avoir une origine, je ne comprends pas l'origine, j'aimerais bien pouvoir la confronter avec toutes les pistes qui sont dans cette industrie. Donc les médecins ont fait des demandes pour avoir la nature des produits utilisés par les pétroliers. En disant, attendez, moi j'ai des patients qui ont des problèmes respiratoires, qui ont des problèmes endocriniens, je voudrais être sûr que l'origine, c'est pas une exposition à votre produit. Donc l'État a trouvé la solution simple de dire, puisque c'est médicalement utile, ok, on va autoriser à ce que le médecin ait l'information du pétrolier sur la nature des produits chimiques utilisés. C'est ce qui s'est passé, avec différentes clauses. Alors première clause, les données sont transmises au médecin, uniquement au médecin, avec l'interdiction de les transmettre à qui que ce soit. C'est-à-dire, interdiction de le transmettre à un confrère, interdiction de l'écrire dans un dossier médical et de le transmettre au patient. C'est la fameuse loi 13. Donc ça pose un gros problème, puisque effectivement le médecin peut trouver ces facteurs d'origine de la maladie de la personne qu'il a en face de lui, mais il ne pourra pas l'écrire, il ne pourra pas le transmettre. C'est une vraie problématique, quoi. Ça vous donne l'idée, si vous voulez, du climat en fait, qui peut régner là-bas aujourd'hui. Donc les médecins, il y en a plusieurs qui sont confrontés à ce type de patients, enfin des patients qui présentent des signes
de maladies qui pourraient avoir une origine suite à une exposition, si vous voulez, d'un agent utilisé par l'industrie pétrolière. Et donc, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils recensent des cas et des listes de patients suspects, on va dire, quoi. Ça s'arrête là aujourd'hui. Voilà, donc là, la loi 13, moi, ça m'a fait bondir quand on m'a expliqué ça. Mais effectivement, le médecin, il se résigne à ça, parce que sinon c'est condamnable, quoi, clairement. Alors il y a d'autres risques, hein. Je vous ai parlé des BTX et des perturbateurs, c'est pas hormonaux, c'est endocriniens, pardon. Le risque sismique. Alors, le risque sismique, c'est quelque chose dont on parle peu, mais qui est bien réel. Donc moi, je suis pas sismologue, mais j'ai Monsieur Graco, Jean-Robert Graco, qui est un sismologue de l'université de Grenoble, qui travaille avec notre association, qui fait des exposés dans des colloques pour les élus, qui nous a expliqué simplement que effectivement la technique utilisée a des conséquences sismiques. Alors à différents niveaux. L'idée c'est que quand vous faites un puits et que vous faites un forage, vous avez une probable conséquence sismique, on va dire qui est de niveau 1, un risque de niveau 1. Ensuite, quand vous faites une fracturation, vous avez un risque plus élevé, de niveau 10. Mais le pire, c'est quand on arrête tout, où là, lui, il estime que ça va être encore une échelle supérieure, c'est le niveau 100. Alors, on a du mal à comprendre le lien entre la technique et la sismicité. L'image, si vous voulez, qui est utilisée par ce sismologue pour faire comprendre les choses, c'est de dire qu'il faut voir la croûte terrestre comme de la matière, la roche-mère, c'est de la matière dure, c'est une boule qui est en équilibre de pression sur toute la surface. Vous voyez, c'est des plaques qui sont les unes sur les autres, il y a des pressions qui s'exercent de façon horizontale pour avoir un équilibre sur toute la croûte. Quand on fore et qu'on explose et qu'on affaiblit une zone, on a des pressions qui sont des deux côtés, il va falloir rétablir cet équilibre de pression. Ça peut se faire de façon horizontale, c'est-à-dire que ça peut faire bouger la croûte en fait, de façon horizontale pour rapprocher les bords au milieu d'une fracturation. Ça, c'est quand même relativement faible comme risque, puisque vous allez affaiblir une zone qui fait, on va dire, 200-300 mètres de large